Cette présentation constitue la troisième et dernière partie du cours intitulé « PAC et environnement, du productivisme à la prise en compte des enjeux environnementaux ». L'objectif de ces trois parties est de discuter de la prise en compte de l'environnement au sein des politiques agricoles et plus précisément au sein de la PAC. Pour cela, nous étudions l'évolution de la PAC à l'aide d'un filtre environnemental et de façon chronologique. Dans les deux parties précédentes, nous avions étudié les dispositifs mis en place par la PAC entre 1962 et 2003 pour prendre en compte et protéger l'environnement. Dans cette dernière partie, nous allons expliquer que la PAC n'est pas le seul responsable des dégâts environnementaux causés par les activités agricoles. Nous mettrons en lumière les effets négatifs et positifs de la PAC sur l'environnement à la veille de la réforme de 2014 et établirons un bilan environnemental de ces 50 dernières années de politique agricole. Avant de commencer, nous tenions à rappeler qu'il est préférable d'avoir suivi les deux parties précédentes pour mieux saisir notre analyse. Si l'impact environnemental de la PAC fait l'objet de nombreuses critiques depuis les années 70-80, l'ensemble des problèmes environnementaux ne peut lui être imputé. Nous allons nous focaliser sur deux filières agricoles, l'élevage porcin et la viticulture, faiblement subventionnés par la PAC pour nuancer les effets de la PAC sur l'environnement. Pour la filière porcine, les porcs sont engraissés dans de grands hangars, pouvant contenir plusieurs milliers de porcs. Cette filière est dépendante des importations de soja provenant des États-Unis et d'Amérique du Sud et s'appuie sur des productions de céréales à l'échelle européenne. L'élevage porcin qu'on décrit ici est très spécialisé et concentré. Certaines régions sont de véritables bassins de production, comme le nord-ouest de l'Allemagne, le nord-est de l'Espagne ou encore en France en Bretagne. Par exemple, la Bretagne abritait 56% du cheptel de porc en 2015. De plus, on assiste à une industrialisation et une intensification croissante de ces filières, avec une augmentation du nombre de porcs par élevage dans l'ensemble des pays européens. Le graphe de droite illustre parfaitement cette tendance. Contrairement aux filières bovines et céréalières, la filière porcine n'a pas fait l'objet d'un soutien privilégié de la PAC. Cette dernière s'est développée conjointement au marché mondial agricole. Cependant, l'élevage porcin fait partie des filières les plus critiquées pour les dégâts environnementaux et sociaux qu'il génère. En effet, la gestion des lisiers est devenue aujourd'hui un problème de santé publique. En effet, l'épandage de ces matières azotées est en grande partie responsable des problèmes de pollution des eaux et d'eutrophisation des milieux aquatiques, formant l'apparition de marées vertes dans des fleuves et sur des plages. Ces impacts environnementaux sont fréquemment dénoncés par les associations naturalistes comme France Nature Environnement, à l'image de cette campagne choc sur les marées vertes. Les dégâts sociaux et environnementaux de cette filière vont au-delà des simples algues vertes, comme le démontre le dessin de la Confédération paysanne. En effet, la production à bas coût des porcs est fondée sur une alimentation peu chère, sous forme de soja, pouvant être transgénique, produit au Brésil et suite à la déforestation. De plus, la production est revendue en Asie et Afrique à faible coût, désorganisant les filières paysannes locales et augmentant la dépendance de ces pays à la production européenne. Une autre filière encadrée par la PAC mais peu subventionnée est également ciblée pour ses dégâts environnementaux. Il s'agit de la viticulture. Cette activité est principalement localisée en Europe qui produit 2/3 de la production mondiale. La viticulture est critiquée pour son usage de produits phytosanitaires qui peut compter jusqu'à 30 traitements par hectare et par an. En France par exemple, la viticulture recouvre 3% de la SAU mais représente 20% de la consommation de pesticides. Des problèmes de pollution des eaux et de l'air lui sont généralement attribués. Les critiques à l'égard de la viticulture inspirent les dessinateurs qui n'hésitent pas à remettre en cause l'utilisation de ces substances au travers de dessins polémiques. Malgré une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux par la PAC, depuis 1992, des effets négatifs sur l'environnement sont encore présents, voire croissants. Ainsi, la biodiversité des milieux agricoles poursuit sa diminution. Les indicateurs développés par la Commission européenne s'accordent avec le compte-rendu alarmant publié par BirdLife sur la diminution des populations d'oiseaux des champs. Ainsi, l'indice d'abondance des populations d'oiseaux communs a diminué de plus de 30% entre 1990 et 2014. Il en est de même pour celui concernant les populations de papillons. De même, la surface agricole occupée par des prairies permanentes a diminué de 21% entre 1989 et 2014, malgré la mise en place de la prime à l'herbe et le maintien de l'ICHN, l'indemnité compensatoire de handicap naturel.
Le montant peu attractif de cette aide dans les années 90 n'a pu rivaliser avec celui accordé au maïs en silage beaucoup plus élevé et peut expliquer la disparition importante de surfaces en herbe à cette période. De plus, la spécialisation et l'intensification des activités agricoles s'est accrue depuis les années 90 aux dépens des activités de polyculture-polyélevage. La carte illustre bien la spécialisation des activités d'élevage à l'échelle régionale. Le code couleur permet d'apprécier la spécialisation de certaines régions dans un type de production. Par exemple, en Bretagne, on retrouve des porcs et volailles, ou encore dans le sud de l'Allemagne, des vaches laitières. De plus, certains grands pays européens concentrent localement la majorité des animaux, principalement les pays d'Europe de l'Ouest et la Pologne. Les pays récemment intégrés dans l'UE et à la PAC semblent moins marqués par cette dynamique de spécialisation. Intéressons-nous désormais à l'utilisation des pesticides et à la pollution des eaux par ceux-ci. Nous allons faire appel à votre sens critique afin de discuter des indicateurs ci-dessous. Vous disposez de 30 secondes pour commenter ces résultats. Pour cela, vous pouvez utiliser les indices que j'ai indiqués sous la figure à gauche. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Maintenant, corrigeons ensemble. La figure de gauche montre la quantité totale de pesticides vendus annuellement en France. Une analyse succincte de celle-ci amènerait donc à dire que la quantité de pesticides vendus, et donc potentiellement épandus, a considérablement baissé depuis les années 1990, passant de 60 000 tonnes en 1999 à environ 30 000 tonnes en 2013. Mais il faut aussi s'intéresser au nombre de doses actives réellement appliquées aux champs, dont on ne connaît pas l'évolution. En effet, même si les ventes ont baissé, les produits phytosanitaires sont davantage concentrés et toxiques. Ils exigent donc des applications en plus faible volume, mais pour autant, ils peuvent avoir un impact encore très fort sur l'environnement. Pour conclure sur ce graphe, il faudrait, pour pouvoir véritablement analyser l'impact, disposer de la quantité de matière active réellement vendue ou utilisée. Enfin, l'histogramme de droite visait à vous faire réfléchir sur l'importance des phénomènes climatiques sur l'utilisation des pesticides. L'IFT correspond à l'indice de fréquence de traitement, c'est-à-dire le nombre de traitements moyens effectués par culture et par hectare. Entre 2011 et 2014, l'IFT a augmenté faiblement de quelques traitements sur la plupart des cultures. Plus de pesticides ont donc été appliqués. Cependant, cette faible variation ne traduit pas une hausse structurelle de la consommation de pesticides, mais résulte davantage d'un problème ponctuel lié à la pluviométrie. En effet, l'année 2011 a été sèche, alors que l'année 2014 a été pluvieuse. La pluie augmente la pression fongique, le risque de voir se développer des champignons. Et elle augmente aussi la multiplication des mauvaises herbes. Et donc évidemment, une année pluvieuse, il faut traiter plus pour pouvoir les contrôler. C'est ça qui explique la différence entre 2011 et 2014, bien plus qu'une évolution de long terme. Le même exercice pourrait être réalisé sur les cartes ci-dessous. Je vous propose de vous en faire un commentaire directement. La carte de gauche montre que la quasi-totalité des cours d'eau en France contiennent des pesticides en une concentration assez forte, sauf peut-être dans les zones de piémont et de montagne. Cette concentration est le résultat à la fois de l'utilisation, encore aujourd'hui, de certains pesticides, même si on les raisonne davantage, mais aussi de la remobilisation des pesticides qui se sont accumulés dans les sols et qu'on va retrouver dans les cours d'eau des années après qu'ils aient été appliqués sur les cultures. On retrouve d'ailleurs même des pesticides qui sont interdits depuis longtemps. Et c'est ça qui rend la lutte contre les impacts environnementaux des pesticides compliquée, c'est le fait qu'on les retrouve pendant longtemps
dans l'environnement. La carte de droite montre quand même l'évolution moyenne des pesticides dans les cours d'eau sur la période 2009-2014. Vous constaterez qu'on y voit du vert et donc on peut constater une amélioration, notamment dans le nord et l'est de la France. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'amélioration des techniques de détection des pesticides dans les eaux et l'abaissement du curseur en termes de réglementation peut aussi expliquer le fait qu'on continue à décrire dans ces cartes-là des concentrations importantes de pesticides. Concernant la pollution des cours d'eau par les nitrates, la France doit encore faire de gros progrès. En effet, la pression azotée sur les cours d'eau n'a été réduite que partiellement et ponctuellement. La hausse du nombre d'animaux d'élevage a renforcé les risques de pollution par les nitrates. Comme l'illustre le graphe ci-dessous, la pollution des cours d'eau par les nitrates est quasiment restée inchangée entre 1998 et 2003, à l'inverse de la pollution par les phosphates qui a été considérablement réduite. Cette pollution élevée des cours d'eau a valu à la France une condamnation par la Cour de justice européenne pour une application insuffisante de la directive nitrate entre 2013 et 2014. La France a dû réformer la délimitation des zones vulnérables ainsi que son programme d'action. Malgré ces effets négatifs recensés, on observe récemment des effets positifs des dernières réformes de la PAC, notamment au travers du développement de l'agriculture biologique. Sous l'influence des aides à la conversion biologique de la PAC et d'une demande pour des aliments de qualité, sains et durables, les surfaces destinées à l'agriculture biologique ont fortement augmenté en France et en Europe. Ainsi, entre 2002 et 2011, la surface européenne cultivée en bio a augmenté de 50% pour atteindre environ 10 millions d'hectares en 2011. En France, la part de SAU consacrée au bio a fortement augmenté sur les 20 dernières années. En effet, le bio ne représentait que 0,4% de la SAU en 1995, alors qu'il atteint désormais 4,1% en 2014. En guise de bilan, nous vous proposons d'établir la matrice AFOM de la PAC sur la période 1962-2013 et d'envisager quels étaient les leviers et les freins de la PAC pour une meilleure prise en compte de l'environnement. Celle-ci traduit l'analyse que nous en avons faite, mais n'a pas valeur de vérité générale. Intéressons-nous tout d'abord aux atouts. La PAC et son budget représentent un outil financier puissant, capable de conditionner les décisions des agriculteurs. Avec un budget annuel d'environ 60 milliards d'euros par an en Europe en 2013, la PAC et ses aides contribuent grandement aux revenus des exploitants agricoles. L'introduction de la conditionnalité environnementale depuis 2003 est un levier potentiellement efficace pour améliorer la prise en compte de l'environnement en agriculture et adopter des pratiques plus respectueuses de la biodiversité, des sols et des ressources. De plus, le développement d'indicateurs agro-environnementaux depuis les années 90 est aujourd'hui très utile pour comprendre l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement. Ces derniers permettent de suivre l'évolution des ressources et de juger l'efficacité des politiques mises en place. Ces derniers sont un outil indispensable pour améliorer la performance des politiques agricoles et comprendre l'évolution des paysages, de la biodiversité et des ressources. En ce qui concerne les faiblesses, d'abord, le manque de spécificité et de ciblage de certaines mesures, en particulier les BCAE, les bonnes conditions agro-environnementales, et les MAE, les mesures agro-environnementales, peuvent expliquer en partie les faibles résultats positifs sur l'environnement. De plus, même si la plupart des mesures proposées sont pertinentes, les systèmes de contrôle restent peu efficaces et les sanctions peu dissuasives. Enfin, il faut souligner le contexte économique peu favorable. Les crises agricoles n'incitent pas les agriculteurs à décider de passer à la transition agroécologique et à prendre des décisions qui peuvent se révéler risquées en termes de réduction des produits phytosanitaires. En termes d'opportunités, l'environnement est de plus en plus présent dans la PAC, comme en témoigne l'augmentation des budgets qui lui sont alloués, notamment au sein du deuxième pilier. La volonté sociale de mettre en place des systèmes de production plus respectueux de l'environnement constitue un levier important. De plus en plus d'acteurs associatifs et citoyens réclament des produits de qualité et le retour à une agriculture plus paysanne pour mieux préserver la biodiversité agricole et la santé des hommes. En termes de menaces,
Même si l'environnement est de plus en plus présent dans la politique agricole commune, l'objectif de défense de l'environnement reste secondaire. Et de fait, l'objectif premier de la PAC, inscrit dans le préambule du traité de Rome, c'est de garantir la compétitivité de l'agriculture européenne sur le marché mondial, la production et le revenu des agriculteurs. Et ceci reste vrai. Rien n'a encore changé de ce point de vue-là. Deuxièmement, on a bien vu que la plupart des mesures qui sont prises par la PAC sont des mesures qu'on retrouve plutôt dans le deuxième pilier ou qui, lorsqu'elles sont dans le premier pilier, peuvent être adaptées par les États membres. Et donc, une des menaces associées à cela, c'est le fait que les obligations soient très différentes d'un État membre à un autre et, à terme, puissent avoir un impact négatif sur la compétition loyale entre les agriculteurs de la zone européenne. Et d'ailleurs, les agriculteurs se servent de cet argument-là pour demander moins d'environnement dans la politique agricole commune. Enfin, dernier point, eh bien oui, il n'est pas si facile de concilier objectif environnemental et objectif économique. Pour donner un exemple, les filières d'élevage peuvent être des filières d'avenir pour l'agriculture européenne, mais on sait aussi qu'elles peuvent avoir un impact fort en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Comment concilier ces deux aspects ? La PAC a été réformée en 2014 et dès l'annonce officielle de cette réforme, en 2010, le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural de l'époque, Dacian Cioloș, soulignait l'importance de mettre en œuvre des pratiques plus durables et productrices de biens publics environnementaux. On a alors parlé du verdissement de la PAC. Et ce verdissement s'est appliqué beaucoup au premier pilier, ce qui était une vraie nouveauté. Mais l'année 2014 marque-t-elle vraiment un tournant pour l'environnement au sein de la PAC ? La PAC est-elle vraiment plus juste, plus verte et plus simple comme il était prévu au départ ? Nous étudierons cette question-là dans le prochain cours. En marge de l'annonce de la Commission européenne de verdir la PAC en 2010, de nombreux acteurs, qu'ils soient syndicats, militants écologistes, politiques ou simples citoyens, ont souhaité prendre part à cette réforme. Une forte mobilisation citoyenne s'est mise en place pour améliorer la prise en compte de l'environnement dans la PAC de 2014-2020. Parmi les événements marquants, une Good Food March sur Bruxelles a été organisée par des organisations internationales comme Via Campesina, des militants écologistes et des syndicats comme la Confédération paysanne. Cette mobilisation européenne pacifiste entendait faire pression sur la nouvelle réforme en réclamant une PAC plus verte, équitable et paysanne. L'un des organisateurs était le groupe PAC 2013. Ce groupe, créé en 2010, rassemble des ONG de solidarité internationale, de protection de l'environnement et des organisations agricoles. Ce groupe décortique pour le grand public les enjeux liés à la PAC et propose des solutions pour l'agriculture de demain afin d'en finir avec le modèle productiviste des années antérieures. Après cette petite mise en bouche, nous vous invitons à suivre notre cours sur le verdissement de la PAC. Merci pour votre attention.